Le week-end du SIDAction s'est terminé après 3 jours de collecte et de sensibilisation et de mobilisation. En France, pour quelques chiffres, 173 000 personnes vivent avec le VIH, 24 000 ignorent leur séropositivité. Et c'est le sujet du jour avec Florence Thune, directrice générale du SIDAction. Bonjour. Bonjour. Alors en ce moment, la lutte contre le VIH n'est pas forcément la principale priorité. Visiblement, on est en pleine pandémie, en pleine crise du Covid. En quoi cette crise sanitaire, justement, a pu impacter la recherche, tout ce qui est autour du VIH? Alors, depuis effectivement 2 ans maintenant, la crise du Covid a eu un impact très négatif sur la lutte contre le sida, notamment sur l'accès au dépistage, puisque en 2020, on a eu une baisse de 14% des dépistages par rapport à 2019, à la fois dû au confinement, dû à l'hésitation aussi des personnes pour aller dans les laboratoires, parce que voilà, tout était concentré sur le dépistage du Covid. On a eu un impact aussi sur la précarité des personnes vivant avec le VIH. Certaines personnes se sont retrouvées parfois sans ressources, sans accès à des revenus. Donc on a eu un fort impact aussi sur cet aspect-là. Et puis sur la recherche, puisque pendant les périodes de confinement, parfois les chercheurs n'avaient pas accès à leur laboratoire, ou nombre d'entre eux ont été redirigés sur la recherche sur la Covid. Donc en France et au niveau mondial, on a eu un impact négatif. Alors le week-end du SIDAction s'est terminé donc hier, dimanche. Quels étaient les objectifs de ce week-end et premièrement, pourquoi mettre en place ce week-end à cette date précisément? Alors, on met en place le week-end du SIDAction tous les ans à cette date-là, plus ou moins entre fin mars et début avril. C'est une tradition, on va dire, depuis 25 ans. Ce week-end, il tombe au moment du premier semestre où il y a moins d'autres événements. Il est un petit peu éloigné du 1er décembre qui est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis, c'est effectivement un temps fort chaque année depuis plus de 25 ans pour à la fois collecter des dons pour la recherche et pour les associations qui travaillent sur le terrain en France et notamment en Afrique. Et puis bien sûr pour financer la recherche, pour continuer à avancer et faire des progrès dans la lutte contre le VIH. Vous avez mentionné la journée donc du 1er décembre, la journée de lutte contre le sida. Pour cette journée-là, vous aviez mis en place une campagne où vous aviez remplacé des scènes de films, donc des scènes de sexe dans les films, mais vous y avez mis du coup le préservatif, vous avez refait des scènes. Pourquoi avoir fait une telle campagne? Vous pensez justement que ça devrait être davantage mis en avant dans les films? Oui, alors on s'aperçoit qu'on oublie que le VIH est toujours là et on oublie aussi parfois effectivement d'utiliser des moyens de prévention qui sont à notre disposition, comme si tout ça n'était plus important. Donc on a voulu aussi rappeler, même si d'autres moyens aujourd'hui de prévention existent, mais que le préservatif existait, qu'il était un moyen facile et accessible pour se prémunir contre le VIH. Donc on a voulu, en faisant évidemment un clin d'œil, remettre ce préservatif en avant pour les jeunes et les moins jeunes, parce que on parle beaucoup des jeunes, mais on sait aussi, par exemple, parmi des personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, on a 20% de personnes de plus de 50 ans. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête parce qu'à tous les âges, et y compris pour les personnes qui ont connu les périodes plus difficiles sur la question du VIH dans les années 80-90, oublient que le VIH est toujours là. Et donc on a voulu remettre l'accent sur ce préservatif qui est toujours extrêmement utile dans la lutte contre le VIH. Alors dans la lutte contre le VIH, il y a le préservatif évidemment, mais aussi le dépistage. Est-ce qu'on peut considérer que c'est notre meilleure arme pour lutter contre le sida et le VIH? Alors, c'est l'une des armes pour lutter contre le VIH. En tout cas, c'est une étape incontournable. C'est vrai que nous, on ne veut pas banaliser le VIH, on veut banaliser l'accès au dépistage. Ce serait important que chacun, une fois dans sa vie au moins, et plus si besoin, ait accès à un dépistage. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un dépistage et qu'on apprend qu'on est séropositif, certes, c'est pas une bonne nouvelle, mais on sait aujourd'hui qu'on peut avoir très vite accès à un traitement et qu'avoir accès à un traitement, c'est non seulement rester en bonne santé, puisque aujourd'hui, une personne séropositive a la même espérance de vie qu'une personne séronégative si elle prend son traitement régulièrement. Et en plus, ça a un effet majeur sur la prévention, puisqu'en fait, être sous traitement, ça veut dire aussi ne plus avoir aucun risque de transmettre le VIH. C'est-à-dire que quand on est séropositif, qu'on est sous traitement, on peut avoir une relation sexuelle sans préservatif et on n'a aucun risque de transmettre le VIH. Ça, c'est vraiment important de le répéter parce que c'est à la fois important pour la santé des personnes et c'est aussi important en termes de message pour lutter contre la discrimination. Autre enjeu fondamental dans cette lutte contre le VIH, c'est la recherche. L'épidémie de Covid donc, dans laquelle on est a eu un effet négatif sur ces recherches, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les différents confinements. On sait que la recherche sur le VIH a pu être bénéfique pour la recherche sur le Covid-19. Est-ce qu'on peut espérer du coup l'inverse ? Eh bien, on espère effectivement que ce soit le cas, parce que on a évidemment le meilleur exemple, qui est effectivement le démarrage de cet essai vaccinal en utilisant cette technique ARN messager, qu'on a utilisé effectivement pour le vaccin contre le coronavirus. Un essai a démarré donc cette année. On aura les premiers résultats en 2023.
on reste prudent, c'est une nouvelle piste, elle est prometteuse, mais on a appris dans la lutte contre le sida à être patient et prudent. Donc cet essai vaccinal, il vient s'ajouter à d'autres essais qui sont déjà en cours et qui vont aussi compléter, permettre de lutter contre ce virus qui est extrêmement complexe. On parle de variants pour le coronavirus. Pour le virus du VIH, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un vaccin et c'est ça la difficulté pour trouver un vaccin contre le VIH, d'arriver à trouver un vaccin qui lutte contre toutes les formes du VIH. Pourquoi la recherche sur ces vaccins ou sur les traitements en général au niveau du sida met autant de temps? Quand on voit par exemple que le Covid est arrivé en 2020, début 2021, voire fin 2020, on parlait déjà d'un vaccin, l'arrivée du vaccin. Pourquoi autant de temps pour le sida et le VIH? Alors, il y a plusieurs raisons. La première est celle que je viens d'évoquer, sur vraiment la complexité du virus du VIH. Il ne fonctionne pas du tout comme le virus, comme le SARS-CoV-2, comme le coronavirus. Donc, il continue à poser des pièges aux chercheurs. Chez une personne séropositive, il peut y avoir plusieurs variants, plusieurs formes de ce virus. Donc, il faut qu'on trouve un vaccin qui répond à toutes les formes. Et pour l'instant, on n'y parvient pas. Et par ailleurs, on sait aussi qu'au fur et à mesure du temps, finalement, les équipements se modernisent. On a de plus en plus de moyens et d'équipements plus modernes pour faire de la recherche. Et là, évidemment, pendant 2 ans, c'est concentré des financements extrêmement importants sur la recherche sur la Covid. Mais on a eu aussi des financements importants sur le VIH. Mais de nouveau, on revient à cette question qui est liée vraiment à la forme même du VIH qui est très différente du coronavirus. Pendant qu'on parle de recherche, on va évoquer du coup le cas Esperanza. Donc c'est une Argentine qui est parvenue à se débarrasser du VIH sans l'aide de traitement. Donc il y a eu aussi un cas à San Francisco et à Berlin aussi. Qu'est-ce qu'on sait sur cette femme particulièrement de 30 ans et est-ce qu'on peut vraiment parler donc de guérison? Alors, on peut parler aujourd'hui de guérison, mais on met toujours beaucoup de guillemets, parce qu'effectivement, la question de la guérison, c'est ne plus détecter le virus chez la personne. Donc c'est le cas chez cette jeune femme. C'est d'un côté un formidable espoir, parce que on a ce constat, comme on a eu avec le patient de Berlin et le patient de San Francisco sur les deux personnes précédentes, d'avoir ce constat que le virus n'est plus là. On reste toujours prudent parce qu'on essaye de mesurer sur le temps pour se dire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'elle sera toujours effectivement, est-ce que ce virus sera toujours absent. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est 3 personnes sur 37 millions de personnes vivant avec le VIH. Donc c'est à la fois un espoir, mais c'est aussi une réalité qui fait que ces cas sont extrêmement rares. Pour les 2 autres personnes, il y a eu aussi une transfusion de moelle, enfin vraiment dans le cadre d'une leucémie, puisque les personnes étaient atteintes d'une leucémie pour les 2 premiers cas. Donc c'est vraiment des cas un peu exceptionnels, au même titre d'autres cas qui sont un peu moins connus, mais de personnes, par exemple, qui sont atteints par le VIH, mais qui ne développent jamais la maladie. C'est-à-dire que sans traitement, ils arrivent à contrôler eux-mêmes leur VIH. Ça concerne 1% des personnes vivant avec le VIH. Là aussi, on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette particularité? Et tous ces cas, que ce soit ces cas de guérison, qui, on l'espère, seront confirmés, ou ces cas de contrôle naturel du VIH, eh bien, c'est des pistes pour les chercheurs pour aller plus loin et aller peut-être un jour vers la rémission ou la guérison pour tout le monde. Alors ce qui est important aussi, c'est d'éduquer, d'informer la jeunesse à ce niveau-là. On sait du coup qu'un quart des 15-24 ans pense que le VIH peut se transmettre en embrassant juste quelqu'un de séropositif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment un manque d'information et de connaissances justement des jeunes en général? Oui, il y a un manque d'information sur la question du VIH et sur la question de la sexualité de manière générale. On insiste vraiment sur le fait que vraiment l'éducation nationale doit vraiment intensifier les efforts pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès aux 3 heures d'éducation à la sexualité qui sont prévues par année en milieu scolaire et aussi à l'université plus tard. On doit continuer à informer les jeunes et les moins jeunes aussi, mais en tout cas les jeunes sur les différents espaces où ils sont, que ce soit des espaces, des vrais espaces ou des espaces virtuels comme sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le VIH disparaît des campagnes, des campagnes d'information. Le VIH, en fait, disparaît aussi des esprits. Et ce qui reste souvent, c'est un peu les peurs liées au VIH. Et donc ça aussi, c'est un problème. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que tous les jeunes soient informés de manière générale sur la sexualité, sur la question du consentement, sur une sexualité épanouie, et puis se dire à un moment, on peut aussi avoir accès à un dépistage, on sait où avoir un dépistage, on sait comment se transmet le VIH, et puis on sait comment se protéger par le préservatif et aussi par la PrEP dont on a peu parlé, qui est un traitement préventif.
Le week-end du SIDAction est donc terminé, mais on peut toujours faire des dons au SIDAction. Donc ça se passe sur votre site internet, évidemment, sidaction.org. Merci beaucoup, Florence Lune, d'avoir été avec nous donc, pour parler du sida, du VIH. On attend avec impatience le prochain week-end du SIDAction. Merci encore. Et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.